Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue. Merci d'être si nombreuses et nombreux à ce premier événement de mise en débat de notre premier rapport sur l'état des services publics. On est très heureux d'ouvrir avec cette discussion ce soir à l'Assemblée nationale une série de débats qu'on voudrait organiser partout en France autour de ce diagnostic qu'on propose de ce rapport. Quel était l'objectif de ce rapport sur l'état des services publics d'un genre un petit peu nouveau? C'était de dresser un diagnostic documenté des évolutions des services publics dans leurs principaux domaines d'action: la santé, l'éducation, les transports, la justice, la sécurité, leur fonctionnement et les finances publiques. En particulier, alors que les dernières années ont vu monter les tensions autour de l'hôpital, de la justice, de l'école et de la rentrée scolaire, etc. La démarche que l'on propose a deux originalités. D'abord, de dresser ce constat sur le temps long, qui est le temps des évolutions de la société, mais trop rarement celui du politique. La deuxième originalité, c'est peut-être la principale nouveauté de ce rapport, c'est que nous avons voulu partir des besoins de la population. Et pour les praticiennes et praticiens que nous sommes, des politiques publiques, plus souvent encouragés à partir d'objectifs de maîtrise de dépenses publiques, c'est une petite révolution. Et c'est notre conviction, débattre des évolutions des services publics n'a de sens qu'au regard des évolutions de la société et de ses besoins auxquels ils doivent répondre. Mais au-delà de cet enjeu un peu intellectuel, le principal objectif de ce rapport, son véritable objectif, c'est de nourrir le débat dans l'ensemble de la société, d'essayer de le provoquer en un certain sens. Et à ce titre, l'événement que l'on a souhaité organiser ce soir à l'Assemblée nationale est un petit peu à l'image des trois espaces dans lesquels on souhaitera inscrire ce débat. Le premier espace, c'est l'espace administratif, le deuxième, l'espace académique, le troisième, citoyen. Et nous accueillerons donc pour discuter de ce rapport, dans une première partie, trois représentants de chacun de ces espaces: Boris Vallaud, député socialiste et apparenté, Antoine Vaucher, politiste, et Mélanie Villiers, qui est membre et représentante ce soir du Conseil d'État. On ouvrira une première fois la discussion avec la salle, avant de passer à un deuxième temps de notre soirée et d'accueillir, lors d'une table ronde, Madame Clémentine Autain, qui est députée La France Insoumise NUPES, Madame Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, Monsieur François Écal, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, et Madame Astrid Panosian-Bouvet, députée Renaissance. On engagera de nouveau la discussion avec la salle avant de conclure, ou de plutôt laisser la parole pour un mot de conclusion à Monsieur Anicet Le Pors, ministre de la fonction publique entre 81 et 84, qui a notamment présidé à la création du statut général des fonctionnaires et qui nous fait l'honneur d'accepter de conclure nos échanges. Avant de passer à la présentation de notre rapport, 4 petites choses. Des excuses, un mot, un schéma et une question. Les excuses sont d'abord celles du MEDEF qu'il vous présente, qui à notre grand regret n'a pas pu être présent ce soir, mais avec qui on a pris date pour une prochaine réunion publique. Ce sont aussi les nôtres, celles du collectif Nos Services Publics, pour toutes les personnes qui n'ont malheureusement pas pu assister dans cette salle, qui, comme vous le voyez, est comble, faute de place. Le mot, c'est le mot de merci. Aux personnes qui sont dans la salle, merci. Aux intervenantes et aux intervenants. À Claire Lemercier, historienne, qui a accepté d'animer nos échanges. Au groupe Renaissance pour nous avoir prêté cette salle. Au groupe Socialiste qui nous a appuyé de manière considérable sur l'aide matérielle et logistique. À toutes les personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des mois, qui ont rendu ce rapport possible, qui ont participé à sa mise en page, à sa médiatisation, à la longue organisation de cet événement et demain à la poursuite des débats. Merci encore et je vous propose de les applaudir. Le schéma, c'est celui que vous voyez à l'écran et qui résume en quelque sorte notre rapport. Dans les 40 dernières années, les besoins de la société ont considérablement évolué, augmenté, la société s'est transformée. Et dans le même temps, les moyens des services publics ont augmenté de manière moindre, y compris comprimés par des contraintes sur les dépenses publiques, laissant un espace croissant
entre les besoins de la population et les moyens des services publics, dans lequel on a constaté 3 phénomènes au terme de ce rapport. D'abord, une rupture avec les services publics et avec la population, je commence par en bas. Deuxièmement, des inégalités croissantes au sein de la société et face aux services publics. Et troisièmement, ce que l'on a appelé une désocialisation de la réponse aux besoins, c'est-à-dire que cet espace entre les besoins et les moyens des services publics est un espace qui a été occupé de manière croissante par un secteur privé, à but lucratif ou sans but lucratif, qui en retour est venu, à certains égards, déstabiliser le service public. Et donc pour conclure, une question qui va probablement animer tous nos échanges. Face à cette augmentation des besoins qui va continuer à évoluer et qui va continuer tout court, ne serait-ce que du fait de la transition écologique, qu'est-ce que nous choisissons, nous, société? Il y a en réalité 2 options topiques. La première, c'est celle d'une prise en charge des besoins en commun par le service public. La deuxième, ce serait de laisser chacune et chacun assumer l'augmentation des besoins, le cas échéant en recourant au secteur privé. Depuis 20 ans, on va le voir, c'est ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre qui se développe en France, mais plutôt une sorte de combinaison particulièrement inégalitaire entre ces 2 modèles, un recours croissant au secteur privé, mais financé par de l'argent public. Et surtout, le deuxième élément, c'est que cette combinaison se développe sans qu'un débat démocratique ait lieu. Nous souhaitons en particulier ce soir contribuer à le construire. Pour la présentation du rapport à certains et certaines de ses principales autrices et auteurs. Donc on va commencer par la santé. On entend depuis longtemps et très fréquemment parler du système de santé, souvent pour dire qu'il va mal et sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a pris le parti de commencer par nous intéresser aux besoins en santé et vous allez voir, c'est super éclairant. Donc le plus souvent, pour évaluer les besoins en santé, on s'intéresse à la croissance démographique, en partant du principe que plus il y a de gens, plus il y a de besoins. Normalement, jusque-là, tout le monde me suit. Et ensuite, on ajoute une dimension de vieillissement de la population, et très rarement, pour ne pas dire jamais, on prend en compte les malades, le nombre de malades. Ce qui, au-delà d'être questionnant quand même, de ne pas prendre en compte le nombre de malades quand on parle de santé, nous fait passer à côté d'une dynamique fondamentale. Donc, pour illustrer mes propos, entre 2010 et 2020, la croissance démographique, c'est plus 5%. Quand on considère les plus de 75 ans, donc on va dire le vieillissement de la population, c'est plus 12%. Et quand on s'intéresse au nombre de malades, qu'on résume au nombre de personnes en affection longue durée, c'est plus 30%. Donc, je répète parce que c'est super important. La croissance démographique, c'est plus 5%, le vieillissement de la population, c'est plus 12%, et la croissance des malades, c'est plus 30%. Et c'est à côté de ça qu'on passe quand on ne prend pas en compte les malades. Donc, une fois qu'on a posé ce constat, la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est plus malade en moyenne? Là, ça devient plus compliqué, parce que la santé, elle est multifactorielle. En revanche, ce qu'on sait pour certitude, c'est que les politiques publiques, elles se concentrent sur un levier unique, c'est celui des déterminants individuels et comportementaux. En gros, elles responsabilisent l'individu de sa santé. Donc on dit manger, bouger, limiter vos aliments gras, salés, sucrés, mais on néglige, à l'inverse, toute la partie levier collectif. On prend moins en considération l'environnement dans lequel on évolue, c'est-à-dire le risque d'exposition aux pesticides, à l'amiante, au plomb, mais aussi au stress ou à l'anxiété. C'est vraiment important. À titre d'exemple, aujourd'hui, en France, la pollution de l'air tue autant que l'alcool. Donc, en résumé, on a une société qui crée de plus en plus de malades et un système de santé qui les prend mal en charge, tout ça parce qu'on n'a pas su ou qu'on n'a pas voulu adapter l'offre de soins aux besoins de notre société. Face à cette augmentation des besoins de santé, on a voulu s'interroger pourquoi les patients français, globalement, sont insuffisamment bien suivis en ville. Le constat général, les personnes en affection longue durée, patients chroniques, diabète, cancer, nécessitent des suivis plus longs, des temps de coordination importants, j'y reviendrai, et une augmentation du nombre de consultations. Or, ces temps de coordination reposent presque exclusivement sur les médecins traitants. Et le paradoxe, c'est que les professionnels de santé non médecins, infirmières, masseurs,
kinés, etc., sont proportionnellement de plus en plus nombreux. Et la coordination doit être un temps qui est d'autant plus encouragé avec cette augmentation du nombre de professionnels non médecins que le nombre de médecins traitants diminue. Et donc, grosso modo, pour répondre à la question pourquoi on est insuffisamment bien suivi en ville, on a cette première logique. Les médecins généralistes sont légèrement moins nombreux. Ils sont d'ailleurs, entre autres, concentrés dans les grandes métropoles, ce qui va aggraver les inégalités territoriales. Un seul exemple, l'Eure a une densité médicale de 96 médecins pour 100 000 habitants. À Paris, c'est 415 médecins pour 100 000 habitants. C'est 4 fois plus. En 2021, et ça sera mon dernier chiffre, 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Donc ça, c'est un premier effet. Augmentation des besoins de santé et effectivement des patients qui sont moins globalement bien pris ou bien suivis en ville. Et donc, puisqu'il est difficile de consulter en ville, et face à ces besoins médicaux qui augmentent, de plus en plus de personnes se tournent vers l'hôpital public. Or, dans le même temps, les établissements publics de santé sont confrontés à des tensions fortes. Insuffisance de personnel, tout le monde a entendu parler de la problématique. Fermeture de lits, 56 000 lits d'hospitalisation, c'est-à-dire 15% du total, ont été fermés entre 2008 et 2020. Et donc, faute de médecins de ville, les Français se sont tournés de plus en plus vers l'hôpital public, et notamment pour les urgences. Il y a 4 millions de personnes supplémentaires qui vont aux urgences entre 2010 et 2020. Mais dans le même temps, les établissements de santé ont été confrontés à un outil de tarification qui a malheureusement fragmenté le système de soins entre, d'un côté, les cliniques privées et de l'autre côté, l'hôpital public. Les cliniques privées, et on insiste, c'est un des points importants de notre rapport, qui sont financées par de l'argent public au titre de cette tarification, se sont principalement concentrées sur la prise en charge d'actes de chirurgie simples, des actes courts, très souvent rémunérateurs. Tout le monde a en tête la cataracte, les prothèses de hanche. Enfin, moi, je viens de me changer la mienne, donc je vois l'idée. Et au contraire, l'hôpital public, à l'inverse, il a récupéré les situations les plus complexes, les patients qui ont les niveaux de sévérité les plus importants, les patients les plus précaires et les situations les plus longues à traiter. Bon, on a vu la bataille pour les lits de réanimation pendant la crise du Covid. Et donc, en conclusion, on s'est demandé et on se demande quand est-ce que les politiques publiques de santé vont-elles prendre en compte totalement les besoins des malades et des professionnels. On pourrait poser la même question dans le domaine des politiques publiques de l'éducation. Quand est-ce que seront pris en compte les élèves et les enseignants ? Alors évidemment, cette première édition du rapport sur l'état des services publics ne pouvait pas faire l'impasse sur l'école. L'école, vous en conviendrez, occupe une place particulière dans notre société, et ce pour au moins 3 raisons. La première, c'est une raison symbolique, puisque l'école a originellement été pensée et demeure un instrument d'émancipation, l'indispensable vecteur de l'égalité des chances. Une raison matérielle ensuite, puisque l'école, c'est le premier poste de dépense du budget de l'État, notamment à raison de son milieu d'agents qui font de l'éducation nationale le plus gros employeur de France et l'un des plus gros employeurs du monde même, après l'armée américaine, indienne et l'armée populaire de Chine, c'est dire. Une raison intime enfin, puisque l'école, chacun d'entre nous en a fait directement l'expérience à un moment de sa vie et ou continue de la faire à travers ses enfants, sa famille. Ce sont aujourd'hui près de 15 millions d'enfants, adolescents et étudiants qui sont accueillis par le système scolaire et universitaire. Pourtant, malgré cette importance symbolique et ces chiffres qui témoignent du succès de l'entreprise de massification qui a été amorcée dans les années 70, on témoigne par exemple le fait que 80% d'une classe d'âge a désormais le baccalauréat, eh bien, force est de constater que le système scolaire n'a pas réussi l'autre défi, celui de la démocratisation. La France demeure ainsi l'un des pays de l'OCDE où l'origine sociale pèse le plus dans la réussite scolaire des élèves, ou pour le dire autrement, comme l'écrivait France Stratégie, où compte le plus le poids des héritages. Alors ce constat, il peut paraître étonnant, compte tenu de l'augmentation des moyens du budget de l'éducation nationale, dont d'ailleurs se prévalent immanquablement chaque année les ministres de l'éducation nationale lors de la présentation du budget, et puisque c'est pour demain, vous entendrez bientôt cette petite musique. Et donc, une des questions qu'on s'est posées, c'est comment expliquer cet écart entre des moyens qui augmentent et des résultats insuffisants, notamment du point de vue de la réduction des inégalités. Il nous a semblé que 3 facteurs présidaient donc à cette explication. Le premier, c'est assez évident, c'est un niveau global des moyens qui est insuffisant.
L'insuffisance des moyens alimente en fait la perte d'attractivité des métiers de l'enseignement, avec pour conséquence la dégradation du niveau de recrutement, que ce soit lorsque l'éducation nationale recrute par concours ou bien lorsque l'on recourt de manière massive et systématique aux contractuels qui ne bénéficient pas de formation aussi robuste que les titulaires. Le deuxième facteur, c'est une allocation des moyens qui est dysfonctionnelle. Ce qu'on constate, c'est que la part allouée aux familles favorisées, et par favorisées, nous entendons à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel, eh bien, cette part dans le budget de l'éducation nationale, elle tend à augmenter, alors que celle dédiée aux familles défavorisées, donc aux enfants défavorisés, demeure insuffisante. On constate ainsi, par exemple, que les crédits de la formation en apprentissage, qui étaient initialement conçus pour favoriser la formation des moins qualifiés, est de plus en plus concentré vers l'enseignement supérieur, dans lequel on retrouve moins d'enfants issus de milieux défavorisés. Enfin, troisième et dernier facteur, et hélas l'actualité l'a tragiquement rappelé dernièrement, c'est la permanence d'un impensé, celui du bien-être des élèves. L'école demeure une institution conçue par des adultes, pour des adultes que sont en général les enseignants. L'institution scolaire peine donc à remettre en cause un certain nombre de pratiques qui peuvent être mal perçues, mal vécues par les élèves. C'est par exemple la notation, une pédagogie qui demeure trop descendante et dont les effets sont un décrochage scolaire qui, pour les familles favorisées, là encore, que ce soit à raison de leur capital économique ou culturel, peut se traduire par le recours à des écoles privées hors contrat ou bien des cours de soutien scolaire ou bien la prise en charge du soutien scolaire même pour la famille. Mais pour les élèves issus de milieux défavorisés, c'est tout simplement le décrochage scolaire. Donc là encore, une tendance qui tend à défavoriser les plus défavorisés. Donc, il nous semble que l'école fait face à un double défi, celui du niveau des moyens, mais aussi celui de l'allocation des moyens. Et là, ce n'est pas la seule politique publique à être confrontée à ce double écueil, puisque l'est également la sécurité et la justice. Oui, merci beaucoup. Avec les deux secteurs de la sécurité et de la justice, on est face à des secteurs clés pour assurer la cohésion sociale qui en disent beaucoup. On va le voir l'un et l'autre très différemment de l'évolution de nos services publics. Donc la police et la justice sont des secteurs au cœur du pacte social et pourtant c'est peut-être dans ces secteurs parmi ceux que nous avons étudiés qu'il est le plus complexe de procéder à une évaluation des besoins parce que ces besoins sont extrêmement subjectifs. Ça ne nous empêche pas néanmoins de tirer quelques enseignements sur l'évaluation des besoins en matière de sécurité et de justice. Premièrement, on peut avoir tendance à penser que le sentiment d'insécurité, que l'insécurité augmente, notamment si on se fie à ce qui est relayé au quotidien par les médias. Or, sur le temps long, ce qu'on constate lorsqu'on étudie les tendances, c'est une baisse tendancielle du nombre de crimes et de délits et globalement une stagnation du niveau de délinquance. Donc l'insécurité n'augmente pas, il n'y a pas de phénomène d'ensauvagement de la société. En réalité, les besoins en matière de sécurité et justice sont extrêmement mouvants et ils varient énormément en fonction des individus, d'une population à l'autre, notamment parce qu'ils sont sujets à une forte empreinte émotionnelle et qu'ils sont très dépendants aussi de ce qui est véhiculé dans le débat public, dans le débat politique et par les médias. En tout état de cause, ce qu'on peut constater, c'est que les indicateurs utilisés dans ce même débat public, à la fois pour fonder les politiques publiques et pour évaluer ces politiques de sécurité et de justice, reposent insuffisamment sur des éléments objectifs que pourraient être par exemple les enquêtes de victimation qui sont un instrument de sociologie qui permettent effectivement de connaître le nombre de crimes et délits qui sont commis et qui donnent des chiffres beaucoup plus fiables en interrogeant directement les victimes plutôt que par exemple en regardant les statistiques de dépôt de plainte. S'agissant des moyens, nous sommes face avec la justice et les services de sécurité face à deux services publics dans des situations très différentes mais néanmoins avec des points communs. Sur longue période, c'est indéniable, les moyens augmentent. Mais d'une part, pas autant qu'on le croit, et c'est particulièrement vrai pour la justice, et d'autre part, pas toujours là où le manque est le plus criant, et c'est particulièrement vrai pour la sécurité.
S'agissant de la justice, les moyens octroyés augmentent, mais en fait de manière très limitée. Ça augmente moins vite en fait que les autres dépenses de l'État, malgré les besoins criants pour la justice. Et on en parle très peu, c'est particulièrement le cas pour la justice civile, qui est en fait une justice assez méconnue du débat public. On en parlait il y a quelques secondes. En fait, on a mis beaucoup la priorité dans le débat public sur la justice pénale, mais c'est la justice civile, c'est la justice du quotidien, c'est la justice des conflits familiaux, c'est la justice des conflits de voisinage, c'est la justice des conflits entre particuliers pour des affaires mineures. Et pourtant, cette justice est en train de dépérir. Les délais pour rendre la justice s'allongent énormément et le nombre de magistrats affectés à ce type de dossiers décroît cruellement. Au total, malgré les augmentations successives de budget pour la justice, on a une justice en France qui en fait consacre le plus faible budget par habitant parmi tous les pays du Conseil de l'Europe. S'agissant de la sécurité, on est dans une situation tout à fait différente et là on peut dire que tout n'est pas question de moyens, de niveau de moyens, mais plutôt une question de répartition et de priorité. D'un point de vue global, on a assisté dans les dernières décennies à un renforcement considérable des services de police et de gendarmerie, notamment en effectif, au point qu'ils représentent aujourd'hui 10% des agents publics. Mais quand on regarde dans le détail, on observe que l'attribution des moyens de sécurité est extrêmement tributaire des orientations politiques. On peut donner un exemple. On constate que les effectifs dédiés à la lutte contre l'immigration irrégulière augmentent de manière constante, là où les effectifs de sécurité publique ont réduit progressivement année après année, alors que les besoins sont absolument criants dans ce domaine. On l'a vu aussi ces derniers mois. Conséquence de tout cela, alors que ce sont des services publics qui devraient être garants du contrat social, leur fonctionnement conduit à des inégalités de fait, non seulement entre territoires, mais aussi entre justiciables, notamment en fonction du type de délinquance que l'on observe. Or, ces inégalités de traitement ne semblent ni assumées, ni justifiées, d'une part par les moyens qu'on pourrait consacrer, et d'autre part par la gravité des préjudices qui sont en cause, en fonction de ce que le code pénal classifie. Par exemple, on observe que la criminalité financière, comme la corruption ou la fraude fiscale, manque de moyens, et c'est très notoire, et c'est dit notamment par des corps d'inspection publique. Il manque de moyens au regard des préjudices extrêmement importants causés à la société, notamment en termes de coûts pour les finances publiques, là où on observe des moyens extrêmement importants pour lutter contre l'usage de produits stupéfiants, là où, pour autant, l'octroi de moyens importants ne semble pas avoir des résultats extrêmement probants. Et par ailleurs, on observe que le fonctionnement de ces services publics conduit à des ruptures de droit, à des atteintes aux droits fondamentaux. D'une part, les forces de sécurité et de justice ne sont pas toujours en mesure d'assurer le respect des droits fondamentaux faute de moyens, mais parfois, pire, ils les bafouent. C'est le cas des pratiques violentes de maintien de l'ordre, évidemment. C'est le cas aussi, notamment, c'est moins intuitif, de l'allongement des délais de justice ou la surpopulation carcérale. La France est régulièrement condamnée pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment pour ces délais de justice. Et donc, on peut noter que, progressivement, les dysfonctionnements de ces services publics-là conduisent à une défiance croissante entre la population et les services publics qui s'auto-entretient du fait de ces dysfonctionnements. Dans le secteur des transports, la puissance publique est confrontée à des défis différents et à deux particularités. D'une part, elle vient organiser la mobilité, mais elle la pilote en vérité relativement peu. Avec 80% des distances parcourues en voiture, la mobilité en France est aujourd'hui surtout une affaire privée sur infrastructure publique. D'autre part, la définition de ce que l'on considère comme un besoin est, plus encore que dans d'autres secteurs, conflictuelle et donc politique. Alors que cette mobilité est à l'origine de 30% des émissions de gaz à effet de serre nationales, la puissance publique fait face à une apparente contradiction entre besoin de mobilité et impératif de décarbonation du secteur des transports. La réponse à ceci engage notre modèle de société et nécessite donc un débat public large. Tout d'abord, nos besoins de transport sont structurés par un aménagement du territoire qui repose sur la voiture. Les distances parcourues ont connu une croissance sans précédent pendant les 30 Glorieuses, vous le voyez sur le graphique à l'écran. On se déplace aujourd'hui 5 fois plus qu'il y a 60 ans. Cette hausse des déplacements a été portée essentiellement par la voiture et un aménagement du territoire dont on hérite aujourd'hui. Les espaces peu denses sont massivement perdus en services de proximité et en emploi,
tandis que les métropoles se sont étendues et ont concentré les créations d'emplois. Les distances à parcourir pour avoir accès aux emplois et aux services ont augmenté parce que la voiture et le développement d'infrastructures routières le permettaient. Et en l'état actuel de l'aménagement du territoire, la puissance publique fait donc face à des besoins contradictoires, une demande de mobilité croissante d'une part et l'impératif de décarbonation du secteur d'autre part. Les transports, on l'a dit, sont le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, et des émissions qui sont quasiment exclusivement dues au transport routier. Et au sein des mobilités, la mobilité dite longue du quotidien, celle qui fait 10 km ou plus, émet le plus de gaz à effet de serre, et c'est celle où la dépendance à la voiture est la plus forte. 9 déplacements longs du quotidien sur 10 hors Île-de-France se font en voiture. Ces déplacements représentent plus de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre du transport de voyageurs. Elle est donc au cœur du défi de la transition écologique des transports. Mais les modèles économiques actuels des transports en commun ne sont rentables que dans des zones denses où le besoin est le moins fort aujourd'hui, car ils sont substituables à d'autres modes actifs que sont la marche et le vélo. Et donc, alors qu'on continue d'investir massivement dans les métropoles, je ne citerai pas les dernières annonces qui ont été faites, les territoires peu denses et les petites lignes pâtissent aujourd'hui d'un sous-investissement chronique. Enfin, la stratégie de transition écologique actuelle prend la croissance des besoins de mobilité pour argent comptant et elle échoue à atteindre ses objectifs de décarbonation. Le secteur des transports, c'est le seul à voir ses émissions augmenter et à ne pas remplir ses objectifs de réduction fixés par la stratégie nationale bas carbone, qui repose massivement sur le verdissement de la flotte, le verdissement des véhicules, et très peu sur la sobriété. Les travaux du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le CGEDD pour les intimes, nous le montrent. Même amplifier ces efforts, centrés sur le changement de motorisation, ne permettra pas d'atteindre les objectifs de décarbonation à horizon 2050. Dit autrement, puisque c'est d'actualité, passer à la bagnole électrique ne suffira pas. Or, nos besoins de mobilité ne sont pas immuables, on l'a montré. Ils sont d'ailleurs récents et dépendants de choix d'aménagement et d'innovation technologique. Et la transition écologique nécessite d'interroger les besoins à l'aune de leur coût environnemental collectif. Il y a en l'état actuel une contradiction entre les besoins de mobilité et les besoins de décarbonation. On pourrait formuler les besoins différemment et les penser en termes de besoins d'accessibilité, et donc de rapprochement des besoins des bassins d'emploi et des bassins de vie, des commerces, des services publics, plutôt que de chercher à accommoder des besoins de mobilité que l'on considérerait comme infinis. Il s'agit donc d'un enjeu essentiel de débat démocratique. La France s'est engagée, en signant l'accord de Paris, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour atteindre une neutralité carbone globale et donc atténuer le changement climatique. Poursuivre dans la trajectoire actuelle équivaut à alimenter et aggraver le dérèglement, les canicules, les catastrophes naturelles. Nous sommes donc finalement face à un choix simple. Est-on prêt à revoir la place de la mobilité dans nos vies? Et dans le cas contraire, quel coût collectif en termes de changement climatique est-on prêt à accepter? On vous remercie d'avoir écouté. Pardon, pas du tout. Merci. Je vais aller vite. Hein. Puis je termine par un chapitre pas très marrant, je suis désolée. Je vais vous parler de fonctionnement et de financement des services publics. Alors, ce sujet, il peut paraître un peu technique, mais il nous paraissait important de le traiter comme une thématique à part entière pour vous montrer que tous les problèmes dont on vient de parler, que l'on retrouve à l'hôpital, à l'école, trouvent leur origine en fait dans une même logique comptable qui est appliquée à l'ensemble des services publics. Et pour introduire cette analyse, on est parti d'un constat très simple et partagé par toutes et tous ici. Il suffit de regarder l'évolution des recrutements dans la fonction publique pour comprendre que la crise est généralisée. Dans les 3 versants de la fonction publique, on constate que l'attractivité est en chute libre depuis à peu près 30 ans, et vous pouvez le voir derrière moi. Depuis 1995, le nombre de candidats inscrits au concours a été divisé par 4. Alors on peut invoquer la réduction progressive du nombre de postes offerts, mais on remarque quand même que de nombreux postes ne sont même pas pourvus à l'issue de ces mêmes concours. Alors oui, le recours aux contractuels à l'éducation nationale ou même à l'intérim à l'hôpital est une manière de pallier aux difficultés de recrutement à court terme. Mais se posera quand même un jour la question aussi du vieillissement de la population d'agents publics qui constitue quand même un facteur aggravant à cette crise d'attractivité avec probablement des vagues de départ à la retraite massives dans les prochaines décennies.
Et donc le plus frappant dans tout ça, c'est qu'on arrive encore parfois à parler de crise des vocations, alors que les raisons de cette désaffection de la fonction publique sont devant nous. Et on avance 3 facteurs. D'abord, la baisse des rémunérations en valeur réelle, avec une politique de gel du point d'indice et des grilles salariales. Donc on constate une quasi-stagnation, voire une légère baisse des rémunérations sur la période 2009-2019, alors même que le salaire net moyen augmentait de 13% sur la même période dans le privé. Ensuite, l'absence de perspective et de valorisation des carrières publiques au profit d'une politique qui consiste globalement à limiter le nombre de postes offerts et en parallèle à externaliser en masse. Et enfin, des conditions de travail de plus en plus difficiles qui entraînent forcément une dégradation de la santé psychique et physique des agents publics. On observe notamment depuis plus de 10 ans une augmentation continue des jours d'absence pour raison de santé. Donc ce manque de considération pour les agents publics érode bien évidemment la qualité des services rendus et en conséquence la confiance de nos concitoyens à l'égard de l'action publique. Ce rapport en appelle donc à un changement de méthode. Alors je sais que certains diront qu'on enfonce une porte ouverte, mais c'est à nos yeux important de le répéter. C'est-à-dire qu'en définissant clairement les besoins de la population, nous serons en mesure d'opérer un redimensionnement à la fois humain et financier de nos services publics. Alors, on va nous rétorquer que la dette publique s'envole, mais on dispose quand même de différents leviers pour remettre à niveau le financement des services publics et investir dans la transition écologique. Ces leviers, on les connaît bien. D'une part, le recours à l'impôt, en commençant par ne pas le diminuer. D'autre part, le recours à l'endettement pour des investissements d'avenir qui ne semblent être finalement qu'un moindre mal comparé au coût de l'inaction climatique. Et ces propositions sont loin d'être irresponsables ou irréalistes, et elles gagnent même en popularité à la fois dans l'opinion publique et même chez les décideurs. On peut citer quelques prises de parole récentes, par exemple le DG de la Caisse des dépôts qui affirmait récemment qu'il faut augmenter la dette financière pour réduire la dette écologique, ou encore le fameux rapport Pisani-Ferry-Mafous qui explique qu'il ne sert à rien de retarder les efforts au nom de la maîtrise de la dette publique, car cela ne pourrait qu'accroître le coût pour les finances publiques et l'effort nécessaire les années suivantes pour atteindre nos objectifs climatiques. Et enfin, sur on va dire une note un peu positive, côté opinion, on peut citer la dernière édition du baromètre de l'ouvrier, qui nous explique que pour la 4e année consécutive, la proportion de Français qui privilégient l'amélioration des services publics quitte à payer plus d'impôts est supérieure à celle qui préférait voir diminuer les impôts, quitte à ce que la qualité des services publics baisse. On le voit, donc les citoyens, citoyennes sont et restent fortement attachés aux services publics, malgré le délitement progressif de ces derniers. Et en même temps, on se dit que le rapport aux citoyens reste un des principaux impensés des réformes successives des services publics. C'est ce que montre d'ailleurs depuis quelques années la dynamique de numérisation croissante, dans la mesure où celle-ci réduit aussi simultanément l'implantation territoriale des guichets. Au fond, la question que pose ce rapport est bien une question démocratique. Quel choix de société souhaitons-nous faire face notamment à la crise climatique ? Service public et prise en charge collective de ses besoins, ou bien prise en charge individuelle et recours au secteur privé. Nous remettons donc cette question entre les mains des citoyennes et des citoyens.